Donc, on va passer à la communication suivante, qui est celle du maire Joannet, sur est-il facile de se repérer en urgence. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité. Alors non. Les urgences. Oui. Mais là, c'est... Alors effectivement, en fait, ça ne sont pas les mêmes urgences. Nous parlons ici des urgences dans l'intérieur de l'établissement en chirurgie. Et pourquoi nous avons fait ce travail à l'organisme de gestion des risques des chirurgiens viscéraux? C'est pour essayer de mettre en exergue les défauts de communication entre les praticiens et de voir un peu comment améliorer les choses. Alors ce travail, il est basé sur une base en fait purement déclarative, mais c'est intéressant parce que les collègues parlent aux collègues. Et donc, ils ne se cachent pas, ils racontent ce qui leur est arrivé. Il arrive parfois des choses absolument édifiantes d'ailleurs, mais ça donne un reflet de la vraie vie. Ça n'a aucun caractère scientifique, mais ça nous permet de pointer du doigt un certain nombre de dysfonctionnements qui touchent la prise en charge du patient. On peut dire la même chose pour l'ambulatoire, où le circuit est assez serré, etc. Et donc tout événement va impacter la prise en charge du patient. Alors on a relevé entre 2009 et 2018 plus de 1100 déclarations, et nous avons exclu dans ces déclarations les reprises chirurgicales qui sont un problème un peu spécifique, mais bon, les reprises non programmées sur lesquelles on a fait un autre travail, et nous avons naturellement exclu tout ce qui se passe en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire en fait on s'intéresse à l'arrivée du patient aux urgences, et ça représente 1433 événements, parce qu'il y a des patients, ils ont 2 événements, ils ont la triple peine. Alors nous sommes en chirurgie viscérale, vous voyez que toutes les spécialités sont, toutes les parties de la chirurgie viscérale sont impactées. Bon, il y a des arguments de fréquence, mais alors vous voyez ici d'emblée que 40% ce sont des histoires d'occlusion et de hernie étranglée. Et ça, c'est quelque chose qui est riche d'enseignements. D'abord parce que la hernie étranglée, ce n'est pas toujours très difficile à diagnostiquer, encore faut-il s'en occuper. Et d'autre part, à contrario, l'occlusion, c'est un élément où la décision opératoire et l'élément diagnostique peuvent être plus difficiles. Mais toutes les parties de notre spécialité sont concernées. Alors, on a séparé les situations en 4 cas. Il y a d'abord le diagnostic qui est raté. Le diagnostic en urgence, c'est pas toujours facile, même quand on a des éléments à sa disposition, mais on peut souhaiter ne pas les utiliser, et donc on rate le diagnostic, ou on les utilise, mais on interprète mal les résultats qu'on a reçus, ou on erre dans le diagnostic, même si on a une certaine interprétation. Après, il y a donc tout ce qui est lié à l'imagerie, parce qu'en viscéral, l'imagerie, et je pense comme dans beaucoup d'autres spécialités, c'est très important. Il y a le retard diagnostique, mais le principal pôle, c'est le retard de la prise en charge. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tout se passe comme si l'urgent, en fait, il n'était pas urgent. C'est-à-dire que le patient qui vient à froid, il va aux admissions, la qualité de service fait qu'il ne faut pas le faire attendre aux admissions, lui trouver son lit, le faire venir au bloc rapidement, mais l'urgent, lui, il va attendre, on va s'en occuper. Mais il n'y a pas de timing, il n'y a pas de deadline, et donc, eh bien, c'est un retard de prise en charge accumulé. Alors, les retards diagnostiques, il y a la sous-estimation, c'est-à-dire la colique hépatique qui va se tourner en cholécystite, mais qui n'a pas les signes, c'est le syndrome appendiculaire qui n'est pas confirmé. Il y a la multiplicité des intervenants, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre 3 avis, parce qu'on ne sait pas très bien, et puis on n'est pas d'accord. Et puis en fait, c'est le chirurgien de garde qui finalement va revenir, parce que le chirurgien qu'il avait vu le jour même ne savait pas s'il fallait demander un scanner. Enfin voilà, toutes ces situations qui sont en fait pour nous très banales, mais qui impactent quand même le patient et qui donc retardent le diagnostic. Il y a finalement le retard de la demande d'examen, c'est-à-dire que une défense généralisée, on ne demandera pas de scanner tout de suite parce qu'on a pensé à autre chose. Bon, on aurait demandé un scanner tout de suite, probablement on aurait gagné dans la prise en charge. Il y a le scanner tout de suite demandé, mais qui n'est pas fait.
C'est-à-dire qu'il est demandé à 10 heures et il est fait à 15 heures. C'est la vie quotidienne, même si tout le monde veut bien faire. Et bon, c'est une réalité. Il y a aussi le transfert, c'est-à-dire, j'ai pas les moyens d'avoir des examens diagnostiques, donc vous allez aller à côté, et puis vous revenez me voir avec votre résultat. Ça aussi, on le voit. Et enfin, le changement d'équipe, c'est-à-dire qu'on repart un peu à zéro, à 21h, parce que l'équipe de nuit arrive, et donc on refait le point. Les diagnostics non faits, c'est donc, comme on l'a vu, donc, le malade qui est renvoyé, c'est-à-dire des troubles des règles, peu douloureux, la grossesse extra-utérine s'en va, et va revenir. Je n'ai pas dit que c'était un diagnostic facile. Je ne dis pas que les diagnostics en urgence sont faciles. Mais pour autant, ça rentre en ligne de compte. Ce sont des diagnostics qui ne sont pas faits. Ce sont des hernies étranglées pas diagnostiquées qui repartent chez eux. Ce sont des patients qui sont gardés aux urgences, c'est-à-dire que je m'en occupe, c'est mon malade, je suis urgentiste, je fais de la médecine, mais je vais le laisser aux urgences et on le montrera demain aux spécialistes si on est bien orienté. Bon. Et puis il y a celui que je ne vais pas montrer aux spécialistes parce que je vais faire le diagnostic moi-même. Voilà, donc ça aussi, ça compte. Il y a des gens qui restent 48 heures au lit-porte, et puis quand on appelle le chirurgien, on dit il faut l'opérer. Voilà. Bon. Il y a l'erreur d'aiguillage. Alors l'erreur d'aiguillage, c'est l'appendicite chez le neveu du gastro-entérologue. Donc là, ou alors la douleur abdominale chez le cousin du pédiatre. Donc là, immédiatement, je veux dire, on peut, je vous parle de déclaration réelle, hein. Alors on peut sourire, mais c'est la vraie vie, c'est-à-dire que, et on perd cet environnement médical fait qu'on perd son, non, je veux dire, moi pourquoi ai-je fait différemment? Parce que l'oncle est rhumatologue. Il n'y a pas de raison. Pourtant, ça doit nous interroger sur notre pratique. Alors l'imagerie. Donc l'imagerie, ça c'est la clé. Souvent, c'est l'imagerie maintenant qui fait... Bon, il y a des diagnostics pour lesquels on peut poser des indications opératoires sur l'examen clinique ou l'examen biologique, mais en général, c'est l'imagerie qui va définir la stratégie. Alors, il y a le scanner où on ne fait pas le diagnostic. C'est-à-dire que le radiologue ne trouve pas le pneumopéritoine. C'est un deuxième radiologue plus spécialisé qui, 6 heures après, va dire il y a un pneumopéritoine. Ou c'est le chirurgien qui va faire le diagnostic de pneumopéritoine. Et donc tout ça, comme le diagnostic est raté, alors il est redressé, mais tout ça, ça prend du temps. Ce sont des diagnostics non faits. Bon, il y a le retard supérieur à 4 heures, c'est-à-dire que c'est le retard de l'examen qui doit être fait, c'est le retard du retour du patient auprès du clinicien, c'est le retard du retour de l'examen lui-même auprès du clinicien, ou le fait que le clinicien ne se déplace pas pour aller voir le résultat, et c'est le retard du compte-rendu. Et tout ça jusqu'à le résultat ultime, qui est le scanner fait, le diagnostic fait, et tout ça, le patient remonté dans sa chambre, et l'examen est sous clé, en radio, bien rangé, et personne n'a la clé. Et donc, on verra l'examen demain. Ce sont des déclarations d'événements de la vraie vie. Et donc, tout ça fait s'interroger sur quand même la difficulté de se faire opérer en urgence parfois. Voilà. Alors, il y a le lendemain, on fera le lendemain. C'est vrai qu'il y a des patients qui n'ont pas des signes de gravité. Et donc, on décide de faire le scanner le lendemain. Mais c'est vrai aussi que quand on revoit le patient le lendemain, cliniquement, la situation a évolué. Alors qu'on avait des raisons de penser que les choses pouvaient attendre. Et puis enfin, il y a les divers. Alors, il y a la palacréate, il y a l'allergie à l'iode, il y a pas de radiologue. Il y a aussi... Alors, le scanner, c'est pas dans cet établissement, donc vous allez faire le scanner dans l'autre établissement. On dit, il y a un diagnostic. Vous revenez dans le premier établissement, et là, on vous dit, ah non, le chirurgien est parti à cette heure-là. Il n'y a plus de chirurgien chez nous, là. Donc, il faut retourner dans l'établissement où vous avez fait le scanner. Là, vous verrez un chirurgien de garde. Voilà, donc, bon. Alors, on parlait tout à l'heure d'organisation territoriale. On peut se poser certaines questions. Voilà. Et alors, donc, ensuite, il y a le retard de prise en charge. Alors, parce qu'une fois que vous avez posé
l'indication opératoire, il faut maintenant aller au bloc opératoire. Mais pour aller au bloc opératoire, il faut un chirurgien, un anesthésiste, une penseuse, une salle d'op. Je ne parle pas du brancardier. Bon. Et donc on s'aperçoit que puisque on demande aux équipes d'avoir une productivité très importante, il n'y a pas de place au bloc, où les gens ne sont pas disponibles. Et donc, le coup classique, c'est le week-end où l'anesthésiste endort des césariennes et votre cholécystite aiguë ou votre fracture ouverte de jambe, elle attend parce qu'il n'y a qu'un anesthésiste. Donc l'anesthésiste dit, ben moi je travaille, mais je viens dès que je peux, mais vous attendez, on fait la queue. Bon. Il y a la fin du programme, alors c'est-à-dire que vous avez opéré toute la journée, et puis vous avez diagnostiqué une appendicite, et vous allez l'opérer là, à 21h. Sauf qu'à 21h, il n'y a plus de salle de réveil. Donc l'anesthésiste, il n'endort plus. Donc une condition n'est pas réunie. Et donc, ce sont des négociations. En général, les anesthésistes et les chirurgiens arrivent à prendre des décisions dans un bon commerce, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, les anesthésistes, c'est vrai, ont aussi des arguments de dire, écoute, moi, j'endors pas ce patient qui est fragile à cette heure-là, etc. Mais le fait d'avoir décidé ça, c'est sûrement une bonne décision médicale, mais le patient, finalement, il est quand même assez pénalisé. Il est d'autant plus pénalisé que s'il avait pu être opéré à 14h, ces questions ne se seraient jamais posées. Donc, pas de salle d'opération, donc tout le monde peut opérer, mais il n'y a pas de salle. Tout est plein, tout est plein. Bon. Il n'y a pas d'équipe. Le patient doit être transféré, parce que pour des raisons soit médicales, soit administratives, donc c'est un retard de prise en charge. J'ai évoqué le refus de l'anesthésiste. Il y a aussi le chirurgien qui n'est pas prévenu, c'est-à-dire l'urgentiste pose l'indication opératoire, fait le diagnostic, tout est bien, il l'hospitalise, mais personne ne prévient le chirurgien. Et donc, forcément, ça n'avance plus. Voilà, parfois le chirurgien est occupé, enfin, d'autres causes. Alors, il y a des facteurs aggravants, c'est sûr, hein, le week-end, c'est un problème avec les anesthésistes, avec la disponibilité des gens, le soir, la nuit. Et puis alors, il y a des situations locales, je l'ai évoqué, vous avez des sites différents pour l'urgentiste, le scanner et le chirurgien. Donc le patient fait un rallye, tout ça en urgence, hein, c'est-à-dire qu'il a un problème à régler. Il y a l'anesthésiste donc, qui travaille pour la maternité et la chirurgie, et puis bien sûr, il y a le manque d'un intervenant, il suffit qu'il y ait un maillon qui manque pour qu'on ne puisse pas opérer. Alors, est-ce que c'est grave ? Ben oui, c'est grave. Alors, nous, en fait, on ne s'en rend pas compte parce que c'est notre quotidien. Tous les jours, il y a des urgences. Et donc, une de plus, une de moins, c'est pas très grave. Mais en fait, si, parce qu'il y a des occlusions qui représentent quand même 28% des cas dans ces déclarations, qui se terminent par des résections digestives, alors qu'elles auraient été opérées plus tôt, on n'aurait pas fait de résection, des stomies. Il y a des patients qui décident d'occlusion avant l'opération, pendant l'opération, par translocation bactérienne ou par défaillance multiviscérale, et on peut quand même se demander si, dans ces cas où il y a eu des déclarations d'événements, si la prise en charge avait été plus précoce, le destin aurait été différent. Les appendicites, c'est des appendicites, c'est du quotidien. Ben oui, mais il y a des appendicites qu'on aurait pu ne pas drainer. Il y a des appendicites qui font des abcès résiduels. Il y a des appendicites pour lesquels le séjour est prolongé avec des soins en plus. Et tout ça, ça ne nous percute pas parce que c'est notre quotidien. Mais si le patient pouvait donner un jugement, il serait quand même relativement impacté. Bon, la pathologie colorectale qui se termine par des stomies, des séjours en réanimation, des décès, et puis bien sûr la torsion de testicule qui va se solder par une orchidectomie, des séjours en réanimation et des séjours en transfusion. Je ne parle pas non plus des conflits, des discussions, le soir, au coin de la salle de réveil, entre l'anesthésiste et le chirurgien, où le ton monte et qui n'ont pas de bonnes conséquences sur l'ambiance de l'équipe. En conclusion, il s'agit là d'événements déclaratifs par les chirurgiens. Ça n'a aucune valeur statistique. Le diagnostic, je l'ai dit, en urgence est parfois difficile. Il y a également un élément que nous n'avons pas évoqué, mais l'adresse nous explique qu'il y a maintenant plus de 20 millions de Français qui passent aux urgences chaque année. Ce chiffre a doublé en 10 ans, et
la situation actuelle dont on parle dans les médias est un élément qui doit être clairement pris en compte. Il y a manifestement des défaillances par l'examen clinique, de l'examen clinique par l'urgentiste, à des patients adressés pour hernie étranglée, qui font eux-mêmes leur diagnostic, avec un courrier du médecin, et on va demander un scanner, on va demander une fibroscopie, on va demander etc., alors qu'il aurait suffi d'examiner le patient. C'est dans l'établissement, c'est le retard de prise en charge qui est quand même la cause la plus fréquente. C'est lié à des situations organisationnelles locales, c'est clair, mais un chef de service lyonnais me racontait, Mabru me disait, la direction m'emmerde parce que j'ai gardé une salle d'op pour les urgences, pour que mes équipes n'opèrent pas toute la nuit. Et bien, quand la direction a vu qu'il y avait une salle d'op qui était libre, il leur a dit, vous n'utilisez pas cette salle d'op, mais on va vous la prendre. Et donc, il faut qu'ils négocient pour... voilà. Et là, on ne parle pas de la qualité des soins auprès des patients. Là, c'est une discussion entre administratifs et médecins. Les patients, personne n'en parle sur cette discussion-là. Et pourtant, ce sont eux qui sont impactés. Alors, il y a cette notion d'urgence absolue. Moi, je travaille dans un établissement où c'est la première fois que j'entends parler d'urgence absolue. Dans les autres établissements où j'ai bossé, on ne m'a jamais parlé d'urgence absolue. Et pourtant, c'est une bonne donnée, ça. C'est une urgence absolue. On ne peut pas continuer à faire attendre ce patient. Ça va mal se terminer. Et là, les confrères, les anesthésistes, les chirurgiens, ils acceptent d'interrompre leur programme pour qu'un malade puisse être pris en charge. Il faut certainement privilégier les protocoles plutôt que l'ego. Et puis tout ça, il faut de toute façon que ça soit analysé en RMM pour éviter que ça se reproduise. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce travail, c'est le décalage entre notre quotidien, et on a l'impression qu'on fait bien. Tout le monde fait bien. Le résultat, il est quand même parfois assez pas aussi satisfaisant. Voilà, je vous remercie. Je suis ravi d'intervenir après ta communication, Hubert, parce que c'est le pain quotidien du chirurgien généraliste, du chirurgien viscéral. Et c'est des situations qu'on ne connaissait pas en libéral et dans les cliniques privées, parce que le chirurgien recevait, regardait, posait des indications, alors que le travail actuel se dispatche en plusieurs équipes. Je suis extrêmement surpris qu'on veuille réorganiser le territoire de santé avec toutes ces agences qui font doublon et qui coûtent une fortune, alors que le quotidien d'urgence à l'hôpital, et c'est l'émission que j'ai faite hier avec mon ami Robert Koff pour le dénoncer, n'est pas pris en charge. Parce que s'il y a 20 millions de passages aux urgences, et ce n'est pas 20 millions cette année, ça va être 25 millions, c'est parce que les cliniques privées qui sont regroupées en chaîne ne sont pas rémunérées et ont trop de contraintes pour pouvoir faire un service public. Donc le problème est grave. Il y a de plus en plus de problèmes EIG, des événements indésirables graves que tu as décrits, qui sont de l'ordre de 10%. Et ce retard diagnostique est d'autant plus grave que ça se traduit par des catastrophes. Or, le problème de l'urgence n'est pas réglé dans notre pays, d'une part parce que les libéraux ne peuvent plus guère les assurer avec les contraintes, mais surtout que les directeurs des hôpitaux qui sont devenus, à la demande de Nicolas Sarkozy, le seul patron de l'hôpital, ont une autorité telle qu'un chirurgien qui voudrait pouvoir réserver, comme c'était le cas quand j'étais chez mon maître Maurice Mercadier à l'époque où Christian Cabrol faisait sa première greffe du cœur, nous obligeait en garde le chef de clinique et l'interne à opérer 100% des malades qui se présentaient. Nous avions 6 lits pour ces urgences et il était hors de question de remettre au programme du lendemain une urgence qui était arrivée l'après-midi ou dans la nuit. Donc plutôt que de restructurer la nation avec les administrations, je pense qu'il faudrait restructurer le fonctionnement de nos hôpitaux. Je voudrais intervenir sur ce qui vient d'être dit quand même, parce que il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Premièrement, le problème des urgences, il y a entre 20 et 25 millions, il faut toujours spécifier les chiffres qui sont donnés à visée corporatiste, de passage aux urgences, c'est qu'il y en a au moins la moitié, si ce n'est pas plus, qui sont des fausses urgences, qui sont des urgences de santé, mais qui sont des fausses urgences, et pour ça,
il y a un certain nombre de possibilités de traitement de ces fautes d'urgence. Et ces fautes d'urgence, elles arrivent et elles prennent du temps, les médecins qui les reçoivent. Deuxièmement, ce qui est vrai, c'est que au niveau des urgences, des services des urgences, que les chirurgiens, il faut quand même dire les choses, ont totalement abandonné, et notamment ta génération, ça a été totalement abandonné par les chirurgiens qui ne voulaient pas s'emmerder, excusez-moi, avec des choses non programmées, ont été prises par les anesthésistes. Et comme les anesthésistes ont eu des problèmes de démographie, la plupart, et notamment pour les urgences chirurgicales, les gens qui voient, les médecins qui voient les urgences chirurgicales, sont des médecins qui sont en général des médecins à diplôme extra-européen. Et si on peut considérer que l'ensemble des PH de médecine aux urgences sont bien formés, l'ensemble de ceux qui voient les urgences chirurgicales aux urgences sont des gens qui ne sont pas des chirurgiens. Mais non, oui, c'est ça. Donc ça pose un problème. Et ils ne sont pas des chirurgiens parce que les chirurgiens voulaient plus s'en occuper. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, l'histoire des blocs opératoires. Je suis désolé, depuis 5 ans je m'occupe des blocs opératoires à assistance publique. J'ai réussi, pourtant l'assistance publique, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'une souplesse extraordinaire. On a réussi à obtenir de créer dans pratiquement plus de 80% des blocs opératoires de l'assistance publique des salles réservées pour les urgences, du matin 8h jusqu'au lendemain matin 8h, qui sont des salles qui sont réservées uniquement pour les urgences. On a demandé aux chirurgiens, entre eux, ce qui a été évoqué par Hubert, de faire des protocoles en disant quelles sont les urgences qui sont les plus urgentes pour qu'on se mette d'accord que ce ne soit pas la bagarre. Et certains services l'ont fait, maintenant ça marche très bien. Et donc, le fait de dire que du temps de Mercadier c'était possible et que ça n'est plus maintenant, c'est totalement faux, puisque maintenant, justement, l'AP s'est rendu compte que laisser des salles vides 24 heures, c'était possible. Et d'ailleurs, les indicateurs d'utilisation des blocs, par définition, ne comptent pas les salles d'urgence dans ces indicateurs, parce que par définition, une salle d'urgence doit être ouverte 24 heures sur 24, et par définition, une salle d'urgence ne peut pas être utilisée 24 heures sur 24, évidemment. Donc, tous ces arguments-là sont des arguments qui ne sont pas bons. Alors, dernièrement, les agences, il faut bien travailler avec des gens, il faut mieux parler avec les gens que s'engueuler avec les gens. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, le fait des difficultés de remboursement et de prise en charge pour les collègues du secteur libéral. Ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il ne faut pas oublier non plus que les urgences, aussi bien dans le privé que dans le public, il y a deux types d'établissements de santé. Il y a des établissements de santé qui ont des recrutements, des files actives importantes et qui n'arrivent pas à inclure les urgences parce qu'ils ont des blocs opératoires qui tombent bien. Ça représente à peu près entre un tiers et la moitié des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et puis il y a l'autre moitié, ou les 2 tiers, qui sont des structures de chirurgie qui, s'il n'y avait pas les urgences, ils ne feraient rien du tout. Il faut le dire, ça. Et donc, ces gens qui ne feraient rien du tout s'il n'y avait pas les urgences, si en plus de ça, ils sont mal organisés, raison de plus pour qu'on fasse une organisation territoriale pour les supprimer. Parce que si ils n'ont pas d'activité, et qu'en plus de ça, le peu d'activité qu'ils ont, ils n'organisent pas bien, il y a quand même un problème. Donc je pense que vis-à-vis des gens qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on dit forcément la vérité, il faut faire attention à ce qu'on dit et se baser sur les vrais chiffres, sur les vraies choses qui se passent. Et on est plusieurs ici à avoir travaillé sur les urgences, et donc les arguments qui sont donnés, à mon avis, ne sont pas tout à fait recevables, à part un problème de remboursement de la prise en charge, où je suis d'accord. Non, mais disons que la communication tombe mal parce que le sujet n'était pas du tout. Oui, non, oui. Voilà. Christian Espagno. Oui, je voulais aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire François. Concernant les établissements privés, il y a une chose qui n'est pas dite dans les médias, c'est que la Fédération d'hospitalisation privée a proposé par la voix de son président, il y a 6 mois, de prendre immédiatement en charge 2 millions d'urgences supplémentaires. Prenons-les au bout. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ça a été écarté d'un revers de main? Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque sur le schéma régional en Midi-Pyrénées. Je peux vous dire que chaque fois qu'une clinique est souvent une grosse clinique qui était parfaitement à même de prendre en place, prendre en place les urgences, faisait une demande de service d'urgence, tous les représentants de l'hospitalisation publique
était vent debout et empêchait cette autorisation de service d'urgence. Il faut quand même voir, on avait constaté à l'ANAP, on a les chiffres, que comme le disait François, un certain nombre d'hôpitaux, souvent de petits hôpitaux, ont un recrutement qui est représenté à 70% de l'hôpital par des urgences. Et donc, effectivement, s'ils n'avaient pas les urgences, ils n'auraient plus rien. Et on comprend pourquoi ces hôpitaux ne veulent pas de concurrence dans le domaine des urgences. Ensuite, également, et ça je l'ai vu sur le terrain à de nombreuses reprises pendant les 7 ans où j'étais à la NAP, on a vu des services d'urgence qui n'arrivaient pas à placer leurs malades dans les services d'hospitalisation parce que c'était complètement désorganisé, parce qu'ils n'avaient aucune connaissance de la situation dans les services et que des lits, et parfois en nombre important, étaient gelés et on refusait de prendre les urgences parce qu'il y avait un malade brûlé qui devait arriver le lendemain ou le surlendemain, etc. Donc il faut aussi quand même balayer devant sa porte. Et je crois vraiment que le problème des urgences actuellement est essentiellement un problème de défaut d'organisation de l'hôpital. Oui, Gérard et puis Jacques. Très rapidement, parce que, voilà. Non, simplement, je voulais rejoindre ce qu'avait dit François Richard, et vraiment le soutenir fortement, parce qu'il a dit quelque chose que j'ai parlé en aparté à Jacques Delphi au début de l'intervention. Il lui dit, je ne vais pas oser le dire. Et bien finalement, je vais le dire, parce que Justin Dacier me permet de le dire. C'est-à-dire que les chirurgiens ont quand même une grosse responsabilité dans l'organisation actuelle des urgences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des raisons multiples, pas que des raisons de confort, d'autres raisons de disponibilité, de travail, de fatigue, de repos compensateur, de tout ce qu'on peut imaginer. On ne va pas développer tout ça ici, ce serait beaucoup trop long. Les chirurgiens sont beaucoup moins disponibles pour les urgences. Et ça veut dire qu'on a laissé prendre le pouvoir à des personnes qui ne sont pas des chirurgiens. Ils sont des urgentistes, ils ont leur mérite par ailleurs dans certains domaines, mais ils ont pris le pouvoir et ils ont pris trop de pouvoir. Ils ont pris le pouvoir aussi bien dans l'organisation des urgences que dans le pouvoir décisionnaire, même quand un chirurgien est appelé pour devenir un interne, un chef de clinique, etc. Ils ont du pouvoir par rapport à ces gens-là. Et ça veut donc dire qu'actuellement, les chirurgiens ont cette responsabilité et que l'Académie de chirurgie, certainement, doit faire quelque chose pour alerter sur ça. Et la petite illustration de ce que je vous dis, c'est la crise actuelle des urgences. Qui gère directement maintenant avec les autorités de tutelle? Ce sont les urgentistes. Les chirurgiens, j'en entends pas parler. Dans la crise des urgences actuelles, c'est quand même quelque chose d'effarant. Donc je veux dire que certainement que l'Académie de chirurgie, enfin c'est des constats qu'on a tous faits, et je pense qu'il y a des travaux qui sont faits en France, mais je veux dire que certainement, là il faut qu'on puisse rebondir sur la crise actuelle peut-être, pour prendre une parole peut-être encore plus forte. On a été auditionné par la commission Mélier-Carlier à l'Assemblée nationale il y a 48 heures, donc j'y suis allé, mais... Jacques. Alors, je ne vais pas faire de commentaire, moi je voudrais simplement poser une question à cet excellent propos. Notre génération a vécu une révolution culturelle qui est la limitation du temps de travail et la récupération des gardes. Y a-t-il eu un impact sur les urgences et le retard de prise en charge? Alors je ne peux pas répondre à cette question puisque les déclarations ont été enregistrées entre 2009 et 2018. Et donc du coup, c'est trop tard, enfin c'est trop récent. Mais tu as raison, je pense qu'il y a encore une cause qui est susceptible d'alourdir la charge. Je pense que oui. La Fédération hospitalière de France pense que c'est une des causes des difficultés des urgences. Là, qui pense que c'est une difficulté. Oui, parce que... Oui, enfin ça c'est un point de vue. Est-ce que c'est démontré par des faits? Voilà, est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent une diminution, une amélioration, une diminution notamment de la reprise du retard de prise en charge? La question que tu poses, on pourrait aussi la poser parallèlement, où y a-t-il des différences de retard de prise en charge en fonction des établissements? Et un des marqueurs dans la gestion des risques, c'est pas la mortalité, c'est le fail to, c'est la façon dont quand tu as une complication, tu vas le failure to rescue. Et donc là il y a de grandes différences entre les unités, et donc la question se pose là aussi. Si je peux dire un dernier mot, il y a la culture de l'urgence qui n'existe plus dans la formation, puisque nos internes sont des étudiants en formation, et il n'y a pas que Mercadier, mais tous nos grands maîtres hospitaliers nous obligeaient en garde. Si on était suffisamment formé, c'est l'interne qui opérait sous la surveillance du chef de clinique qui l'aidait. Et actuellement, avec l'hyperspécialisation et la disparition de la spécialité de chirurgie générale, qui était la mienne, puisque j'ai fait à peu près toutes les disciplines,
dans le cadre de la chirurgie viscérale, j'assurais les urgences. Les établissements libéraux les assuraient. On en a fait avec ma petite équipe 130 000 dans l'espace de mon exercice. Donc si les cliniques privées ne prennent plus en charge les urgences, c'est que les contraintes de service public qui ont été mises sur leur dos et l'opposition de certains hospitaliers pour qu'ils puissent les recevoir sont dans le poids de la balance. Bien. Merci beaucoup. Alors, j'appelle